OK, excellent. Bonjour tout le monde. Merci encore d'avoir répondu à ce webinaire. On est vraiment euh, content d'avoir Julien qui va faire la présentation aujourd'hui. Ce webinaire fait partie de QT Care, un programme de QueerTech où on veut essayer d'aider les gens un peu sur d'autres aspects de leur vie, comme ce qui est finance ou mental health ou autre. Sur cette série, c'est notre premier webinaire de cette série, puis on va faire un chaque trimestre. Le prochain va être le mois de janvier, puis ça va continuer toute l'année 2022. So, je vais vous laisser. Julien, je te passe la parole, puis you take it. Merci Naoufel. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Donc, comme Naoufel l'a dit, c'est le premier webinaire de la série. Ça va être au moins pour toute l'année 2022. On va avoir au moins 6 webinaires en anglais et en français. Donc, on a fait l'anglais la semaine dernière, français cette semaine. Et ce sera toujours pareil pour les autres webinaires. Donc, si vous préférez en anglais, vous pouvez y assister en anglais. Si ça vous préférez en français, vous pouvez y assister en français. Et si ça vous est égal, vous choisissez votre date en fonction. Donc, voilà. Et puis, vous pourrez revoir tous les webinaires ou voir ceux que vous avez ratés directement sur le site de QueerTech. Il y a une page pour ces webinaires-là sur la section QT Care, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez accéder à tous les webinaires une fois qu'ils seront en ligne, qu'ils seront enregistrés. Donc, nous allons parler dans les webinaires prochains. Par ailleurs, on va continuer à parler d'investissement, mais aussi de protection, d'assurance, d'investissement immobilier, d'assurance collective. Donc, vraiment rester connecté parce qu'à chaque fois, ça va être des sujets différents qui peuvent vous aider au quotidien, mais aussi au niveau professionnel, etc. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, voilà, aujourd'hui, moi, je suis Julien. Julien, je fais partie de l'équipe de Jeffrey. Jeffrey, donc on est une équipe de 3, Jeffrey, Fernanda et moi-même. N'hésitez pas à nous rajouter, vous voyez sur LinkedIn, donc si vous voulez me rajouter, il n'y a aucun problème. Si vous voulez rajouter Fernanda et Jeffrey, c'est pareil. Tous les 3, on parle anglais. Fernanda et moi, on parle français. Fernanda parle espagnol et Jeffrey parle chinois. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi envoyer un courriel directement à Jeffrey, à son adresse courriel ici. Il ne faut surtout pas hésiter, il nous fera passer les messages si c'est adressé à moi ou à Fernanda ou quoi que ce soit. Pourquoi je vous donne ces infos-là? C'est parce qu'aujourd'hui, évidemment, les infos dont on va parler sont plutôt générales. Donc, c'est des conseils généraux qui sont applicables à peu près à tout le monde. Ce n'est pas des conseils personnalisés. Donc, si vous voulez des conseils personnalisés, c'est vraiment important d'aller contacter un conseiller, un professionnel certifié par rapport aux questions que vous avez. Si vous ne savez pas trop, si vous devez contacter un comptable, un notaire, etc., vous pouvez toujours nous poser la question à nous, puis on vous redirigera vers le professionnel, un professionnel qu'on connaît ou vers le professionnel qui est important de consulter pour des questions vraiment particulières. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va rester un petit peu plus dans le général et on va commencer ce premier webinaire en parlant de construire et planifier vos épargnes, donc vos épargnes, vos investissements en fait. Et pourquoi on a mis en place ce premier webinaire-là? C'est parce que je prends souvent l'exemple de si jamais on devait apprendre à construire sa maison soi-même, il faudrait d'abord apprendre à utiliser un marteau, à utiliser un tournevis, et c'est pareil aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'idée d'apprendre à utiliser les outils qui vous permettent de construire et de développer vos épargnes. Et ces outils-là, même si je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous en avez entendu parler, souvent on a du mal à comprendre exactement quand est-ce qu'on les utilise, comment on les utilise, dans quelle situation, pourquoi ça s'applique à vous et pas. Donc, c'est vraiment à ça que va servir cette introduction aujourd'hui, ce webinaire et cette introduction aux épargnes. Donc, évidemment, pour commencer avec les épargnes, on n'en a pas fait une slide aujourd'hui, mais vous entendrez souvent parler de budget, donc construire votre budget, suivre vos dépenses, etc. C'est évidemment une base. On n'en parle pas parce qu'on en entend parler tellement que
c'est une évidence. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander, puis je pourrais vous donner quelques trucs pour le budget, mais on en entend tous beaucoup parler. Pour autant, ça reste quand même une base hyper importante, parce que si vous n'avez pas votre budget en place, si vous ne suivez pas vos dépenses, ben, vous n'arriverez pas à épargner derrière. Et comme aujourd'hui, on parle d'épargne, si vous n'avez pas ça en place, c'est comme un des piliers, en fait, de vos finances et de vos finances personnelles. Pardon. Et donc, une fois ce budget-là, que vous savez que vous pouvez épargner, l'idée est de visualiser votre avenir. Parce que finalement, vos épargnes, quand on parle d'épargne ou d'investissement, c'est simplement vous préparer pour le futur. Ça ne veut pas dire le futur à 30 ans, ça peut vouloir dire simplement à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et ça peut paraître un petit peu, pas très précis, mais en fait, l'idée pour vraiment vous motiver et à être efficace au niveau de vos épargnes, avant toute chose, c'est de vous poser les bonnes questions et aussi d'avoir quelque chose de plus concret. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Et la plupart des gens, et ça, Jeffrey ou Fernanda pourraient vous le dire, la plupart des gens qu'on rencontre et qui ont du mal à épargner, c'est des gens souvent qui ne se sont pas posé les bonnes questions, n'ont pas pris le temps de vraiment répondre à ces questions-là et se dire, bon, mais à quoi ça sert mes épargnes et comment je les organise. Donc voilà, l'idée, c'est de savoir où vous en êtes, de savoir vers où vous voulez aller, même si ce n'est pas exact, au moins vous avez une idée, et ensuite de regarder comment on compte s'y rendre. Ces questions-là, c'est des questions que moi, en tant que conseiller, je vais poser tout le temps. C'est l'une des premières questions, c'est parmi les premières questions que je pose quand je rencontre quelqu'un pour parler de ses épargnes. Mais vous pouvez vous les poser et c'est important qu'en fait, chacun se les pose sans qu'on ait quelqu'un qui vous le demande. C'est si vous voulez vraiment commencer à épargner sérieusement, l'idée, c'est vraiment de se poser ces questions-là et d'y répondre. Votre situation, vos objectifs. Comme je disais, quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs à court terme. Donc, ça pourrait être vos vacances annuelles, ça pourrait être un retour aux études, je ne sais pas, un mariage pour certains, je ne sais pas. Tout ce que vous voulez, mais disons moins d'un an et demi, 2 ans, pour moi, ça reste quand même du court terme. Et c'est important de bien séparer ça avec des projets qui seraient plus moyen terme. Donc, souvent, c'est des achats immobiliers. Dans votre domaine, il y en a certains qui veulent partir leur business dans quelques années, après avoir eu quelques années d'expérience, etc. Donc, il y a tous ces projets qui seront plutôt entre 2 et 5, 7 ans. Donc, ça, c'est plus ce que j'appelle du moyen terme. Le long terme, c'est vraiment des projets d'investissement immobilier, mais sur le long terme, des projets de retraite, des projets de, alors j'ai mis dons, ça peut être des dons à des organismes, ça peut être la succession aussi, etc. Ça, ce serait plus du 10, 15, 20, 30 ans pour certains, parmi les plus jeunes d'entre vous. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir ces objectifs, de les visualiser. Et même si vous n'avez pas de nom précis, vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire à moyen terme avec cet argent, c'est quand même important de bien séparer ça, de bien compartimenter tous ces objectifs-là et ces comptes-là, vous verrez ensuite, parce qu'en fait, ça va vous garder des portes ouvertes. Je dis souvent que quelqu'un qui veut faire un premier achat immobilier, mais qui a 25 ans dit oh, « j'ai encore le temps, je ne le ferai certainement pas avant 35 », ben, s'il se réveille à 35 ans et qu'il dit maintenant je veux faire mon premier achat immobilier et qu'il n'a pas prévu ça depuis déjà 10 ans, ben, il va avoir encore un 5 ans ou un 10 ans à peut-être économiser de l'argent et épargner de l'argent pour atteindre son projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous garder ces portes ouvertes, de vous motiver. Prenez un délai précis, par exemple, des montants précis. Ça va vous aider à vous motiver, en fait, et donc à épargner sur le long terme. Un autre conseil très important, vous avez certainement entendu parler, mais c'est toujours important de mettre des chiffres dessus pour simplement montrer à quoi ça ressemble, c'est commencer à épargner le plus tôt possible, déjà, puis il n'y a pas de... Enfin, le plus tôt possible, c'est maintenant, en fait. Quel que soit votre âge, si vous n'avez pas commencé, c'est maintenant. C'est épargner, quels que soient les projets, comme on a dit, court, moyen, long terme, vous épargnez pour tout ça. Et épargner automatiquement. Donc, dans cet exemple que je voulais vous montrer ici, j'ai pris
comme si on épargnait 100 $ par mois. Donc, c'est vraiment juste pour avoir un exemple, avec un rendement annuel de 5%. C'est juste pour vous montrer, si on commençait à 25 ans et qu'on mettait un 100 $ par mois dans un compte qui rapporte environ 5% par an, à 65, donc 40 ans plus tard, on aurait 148 000 $. Alors qu'en vrai, on aurait épargné 48 000. Avec le rendement, avec les intérêts annuels, on aurait un 148 000. Vous voyez que si jamais ce n'est pas 40 ans, mais c'est 30 ans que vous faites ça, ben vous épargnez moins et du coup, vous profitez moins de cet intérêt annuel qui fait que vous avez de moins en moins. Donc 30 ans, 20 ans, 10 ans. Vous voyez qu'en 10 ans, vous épargnez 12 000 $, mais ça ne fait pas grande différence, même avec un 5% annuel. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire, épargnez tôt, épargnez régulièrement, et vous pouvez voir qu'en fait, si jamais, alors vous voyez 148 000 en 40 ans en mettant 100 $ de côté par an simplement. Pour avoir l'équivalent en 10 ans, à peu près l'équivalent en 10 ans, il faudrait mettre 1 000 $ par mois. Donc vous voyez la différence, c'est du simple à 10 fois. Pour avoir la même chose en 10 ans que ce qu'on aurait eu en 40 ans. Tout ça pour dire, donc c'est un peu des fois indigeste de voir tous ces chiffres, mais tout ça pour dire que plus tôt vous vous y prenez, moins vous avez besoin de faire de concessions, entre guillemets, en mettant énormément d'argent de côté. Comme au début, je vous parlais de votre budget. Votre budget, c'est vos dépenses habituelles, vos dépenses de tous les jours, et vos épargnes, en théorie, font partie de votre budget. Et le but, c'est que vous épargnez assez pour vos objectifs court, moyen, long terme. Mais à long terme, c'est très important de commencer tôt parce que comme ça, on n'est pas obligé de mettre autant d'argent à tous les mois. Vous voyez donc la différence? Quelqu'un qui aujourd'hui, à 55 ans, n'aurait pas commencé du tout à épargner pour sa retraite à 65, se retrouve à devoir mettre, s'il met 1 000 $ par mois, il se retrouvera avec 154 000 à 65 ans, ce qui n'est pas grand-chose pour la retraite. Donc à ce moment-là, il faudrait mettre peut-être plusieurs milliers de dollars par mois de côté pour atteindre cet objectif qui n'est plus long terme du coup, puisque ce serait à peine 10 ans plus tard. Donc je voulais simplement vous rappeler ces choses très importantes quand il s'agit d'épargne. Commencez tôt, faites de manière automatique. Évidemment, l'investissement, on en parlera au prochain webinaire, ça y joue aussi. Investissez bien. Et puis, pensez à vos objectifs, compartimentez et pensez à vos objectifs. Ça va vous aider beaucoup dans le futur. Et donc, à partir de là, c'est cool d'avoir vos objectifs, d'avoir compartimenté, de vouloir commencer à épargner, mais il y a un moment où il faut utiliser les bons outils. Et il se trouve qu'au Canada, on a la chance d'avoir quelques bons outils pour vous aider à épargner ou en tout cas à investir plus efficacement et du coup à faire fructifier votre argent plus efficacement. Vous avez certainement entendu parler de comptes enregistrés ou de comptes non enregistrés. Donc, quand on parle de comptes enregistrés, il y a les REER. Les REER, vous en entendez parler surtout en janvier, février chaque année. C'est la période des REER. Les banques aiment ça, c'est très marketing. Donc, je suis sûr que vous en avez entendu parler très souvent. Les REER, en fait, on va voir ce que c'est. C'est intéressant pour l'impôt différé et parce que les contributions sont déductibles d'impôt, donc à court terme. Mais on va aussi parler de CELI et de REE. Donc, REE, c'est plus pour les études d'un enfant. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont des enfants, qui prévoient d'avoir des enfants, qui ont des neveux, des nièces et qui veulent mettre de l'argent de côté pour leurs études après le secondaire, à partir du cégep, ça peut être un très bon outil aussi. Vous verrez que ces trois outils-là, c'est indispensable en fait de savoir bien les utiliser si vous voulez vraiment maximiser vos investissements et vos épargnes pour le futur. Donc, de toute façon, on va rentrer dans le détail tout de suite et on va parler de REER. Donc, vous avez certainement entendu parler de REER, régime enregistré d'épargne retraite. Évidemment, le mot important ici, c'est retraite. À la base, ça a été créé pour ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon que pour ça, mais c'est vrai que l'outil lui-même du REER a été créé vraiment pour cela. Ou en tout cas pour
viser l'indépendance financière, donc la retraite. Un REER, je dis souvent que c'est comme une boîte en fait. On peut ouvrir plusieurs boîtes, plusieurs REER. Et dans chacun des REER, dès qu'on contribue dans un REER, ces contributions sont déductibles d'impôts, déductibles du revenu imposable. En clair, c'est excellent pour économiser des impôts sur le court terme. Donc, si par exemple, on va prendre un exemple assez simple, quelqu'un fait 100 000 $ par an, si cette année, tu mets 10 000 $ dans ton REER, ben, au lieu de dire aux impôts, voilà, je suis imposable sur 100 000 $ cette année, vous allez simplement déclarer que vous êtes imposable sur 90 000. En clair, vous aurez payé trop d'impôts, souvent l'impôt est prélevé à la source, donc vous aurez payé trop d'impôts au cours de l'année, et le gouvernement va vous rembourser de l'impôt à la fin de l'année. Donc, d'un côté, vous mettez de l'argent et vous investissez de l'argent dans un REER, et de l'autre, le gouvernement vous rend de l'argent parce que vous en avez trop payé. Vous rend de l'argent des impôts, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant à court terme pour ça. Après, il ne faut pas non plus croire que les impôts ne seront jamais payables. En fait, on paye de l'impôt quand on retire de l'argent. Mais l'idée, c'est que quand on retire de l'argent, c'est au moment où on a arrêté de travailler, ou en tout cas, on travaille moins, et donc nos revenus annuels sont moins importants. Et pourquoi c'est bien important de retirer quand les revenus annuels sont moins importants? Parce qu'en fait, si vous retirez le même 10 000 $ du REER dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, vous allez le rajouter à votre revenu imposable de l'année. Si jamais vous commencez à retirer de votre REER quand vous faites encore 100 000 $ par an ou plus, ben là, vous allez payer un maximum d'impôts et ce n'est vraiment pas intéressant. L'intérêt, c'est donc d'économiser, d'épargner dans un REER quand on fait des bons salaires. Donc, je dirais qu'à partir de 50 000 60 000 $, ça commence à devenir vraiment intéressant d'aller réfléchir à investir dans un REER. Et on retire en général quand on est à la retraite ou quand on ne travaille pas ou quand on décide de s'arrêter de travailler, en fait. Et là, à ce moment-là, on va retirer dans un REER et payer de l'impôt en fonction de ce qu'on retire. Pensez aussi, et c'est à ça qu'un REER est aussi extrêmement intéressant, c'est que tant que ça reste à l'intérieur du REER, tant que ça reste dans cette boîte, en fait, même si ça génère des intérêts, des gains en capital, des dividendes, donc, tout ce qui va faire fructifier vos investissements, tout ça n'est pas imposable tant que ça reste à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui a un REER et qui gagne de l'argent à l'intérieur de ce REER grâce, comme je disais, aux gains en capital, dividendes, etc., n'aura pas à payer d'impôt sur ça tant que ça reste à l'intérieur. Évidemment, vous avez des limites de contribution, donc faites très attention. Vous avez ces limites écrites sur l'avis de cotisation de vos impôts chaque année. Vous pouvez aussi aller visiter le site de l'ARC, Agence du revenu du Canada. Vous allez voir, c'est super pratique. Vous pouvez accéder à vos limites de REER et voir combien vous pouvez au maximum contribuer cette année. Important de ne pas dépasser les limites, sinon il peut y avoir des pénalités à partir d'un moment. Donc, voilà, un très bon outil, mais évidemment, il y a quand même des limites. Pour résumer, le REER, idéal pour la retraite, évidemment, ou pour l'indépendance financière, quel que soit le nom que vous donnez. Idéal aussi pour un premier achat immobilier ou pour un retour aux études, et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on retire de l'argent d'un REER, on doit le déclarer comme un revenu imposable. Il y a deux exceptions. La première, c'est si vous retournez aux études. Un retour aux études à temps plein, vous pouvez retirer de votre REER jusqu'à 20 000 $. Je crois que c'est 10 000 $ par an. En fait, c'est 20 000 $ sur 2 ans. Et ensuite, il faudra simplement, pendant les 10 années suivantes, vous le rembourser à vous-même. Donc, si vous retirez 20 000 $ pour retourner aux études à temps plein pendant 2 ans, dans les 10 années qui suivent, vous devrez rembourser 2 000 $ par an dans votre REER. Donc, il n'y a pas d'intérêt ou quoi que ce soit, c'est juste que vous le remboursez. Dans ce cas-là, ce 20 000 $ vous ne payez pas d'impôt quand vous le retirez. Donc, c'est quand même intéressant parce que vous l'avez dans votre REER, vous l'utilisez pour vos études, vous ne payez pas d'impôt et vous le remettez dans votre REER au fur et à mesure des 10 ans. Encore plus utilisé
que le REP, c'est le RAP, le régime d'accession à la propriété. Celui-là, c'est très, très régulier qu'on aide des clients à faire un RAP, on dit, c'est-à-dire à retirer de l'argent pour un premier achat immobilier. Donc, c'est vraiment un premier achat immobilier. Il y a quelques autres règles. Vous pourrez me demander si jamais ça vous intéressait et que ça vous concernait. C'est pour l'achat d'une résidence principale, donc pas pour un investissement locatif, par exemple. Et on peut retirer jusqu'à 35 000 $ de notre REER sans payer d'impôt. Même idée que le 20 000 ici. Il faut quand même le rembourser. Là, on nous donne 15 ans pour se le rembourser soi-même à son REER. Mais c'est quand même très pratique parce que vous avez économisé de l'impôt en investissant dans votre REER et vous en profitez sans payer d'impôt pour reprendre l'argent pour faire un premier achat immobilier. Celui-là, le RAP, est utilisé extrêmement souvent. C'est une excellente stratégie d'utiliser son REER pour faire un RAP. Il faut juste bien le mettre en place. Donc, si vous avez des projets d'achat immobilier dans les années qui viennent, pensez-y, surtout si vous avez des salaires qui commencent à être assez élevés. Ça peut être des très, très bonnes stratégies à mettre en place. Peut-être parmi vous, il y en a un qui se demande, j'ai un REER collectif au travail, mon employeur me propose un REER, m'a proposé un REER. C'est quoi la différence entre avoir un REER au travail, un REER collectif, et avoir un REER soi-même, un REER individuel? Alors en fait, le REER collectif, donc c'est ça, c'est vraiment avec votre employeur, c'est à travers votre employeur. La différence principale, c'est que c'est déduit directement de votre paye. Donc en clair, ça va de votre paye vers un REER collectif qui a été mis en place par l'intermédiaire de votre employeur avec une compagnie d'assurance ou une compagnie d'investissement ou une banque, etc. Ce qui est très, très intéressant dans un REER collectif, et ça, vous devriez le checker si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas sûr, quoi que ce soit, c'est est-ce que l'employeur vous remet une contribution supplémentaire? Souvent, ce qui se fait, c'est que l'employeur va dire tu prélèves 3% de ta paye, tu le mets dans un REER. Moi, en tant qu'employeur, je vais matcher ça exactement, puis je vais mettre le même 3%. Donc, en clair, c'est de l'argent supplémentaire, gratuit, entre guillemets, supplémentaire à votre salaire, qui est directement mis dans un REER, donc qui n'est pas imposable, puisque c'est mis dans le REER. Donc, ça peut être extrêmement intéressant selon ce que vous propose votre employeur. Ça peut monter à beaucoup plus que 3%. J'ai vu des employeurs qui vont faire monter ça jusqu'à 5, 6, 7% des fois. Donc, si vous avez les moyens de le faire, selon votre budget, etc., de faire une croix sur un petit pourcentage de votre salaire pour le mettre dans un REER collectif et que votre employeur contribue en même temps, c'est vraiment intéressant. Les frais de gestion sont aussi un peu moins chers pour un REER collectif. La raison principale, c'est que vous êtes tout seul. En gros, vous n'avez pas de conseiller. Vous devez gérer vous-même vos investissements dans les fonds qui sont proposés, les fonds communs de placement qui sont proposés. Il y a moins de choix. Donc, c'est pour ça que vous payez un petit peu moins cher en frais de gestion. Mais le plus important, c'est vraiment ça, les contributions. Si vous n'avez pas de contribution de l'employeur, un REER collectif perd de son intérêt. À l'inverse, le REER individuel, donc c'est vous qui allez l'ouvrir, que ce soit par l'intermédiaire d'un conseiller comme moi, par exemple, par l'intermédiaire d'une banque, par l'intermédiaire d'une application en ligne que vous avez installée sur votre cellulaire. Vous pouvez ouvrir un REER individuel, hyper important pour justement consolider les anciens REER collectifs, au lieu de garder des anciens REER collectifs de chacun de vos employeurs précédents. Consolider ça, à chaque fois que vous quittez un employeur, vous le transférez dans un REER individuel. Il y a aussi des possibilités de contribution automatique, donc ce n'est pas directement retiré de votre paye. Par contre, vous pouvez quand même faire automatiquement des apports retirés de votre compte courant, puis le mettre dans un REER. Les deux avantages principaux, vous avez beaucoup plus de choix d'investissement en général, beaucoup plus de fonds et souvent donc des meilleurs fonds d'investissement. Et vous avez un conseiller, a priori, vous avez un conseiller dédié si vous l'ouvrez par l'intermédiaire d'un conseiller, évidemment. Si vous l'ouvrez vous-même, vous n'avez pas de conseiller dédié, mais vous allez payer la même chose au niveau des frais de gestion. Donc, un petit peu plus de frais de gestion en général que pour les REER collectifs. Donc, on a vu le REER,
très intéressant, que ce soit collectif, individuel, très intéressant pour le long terme, la retraite, ou pour un premier achat immobilier, c'est très souvent utilisé. Donc, retenez vraiment ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour un REER. Et puis, évidemment, économiser de l'impôt à court terme, ça dépend beaucoup de combien vous gagnez. Donc, ça, c'est plus des questions personnelles qu'on pourrait revoir ou que vous pouvez revoir avant de choisir d'investir dans un REER. Deuxième outil dont vous avez assurément entendu parler, qui est pour moi l'un des meilleurs outils parmi tous ceux qu'on voit aujourd'hui, qui est le CELI, compte épargne libre d'impôt. Un peu trop souvent, d'ailleurs, mis de côté ou parce que les gens ne savent pas trop comment l'utiliser, donc ce n'est pas utilisé correctement. Donc alors que le REER, nos parents, nos grands-parents l'ont utilisé, donc c'est un peu plus dans notre esprit comme un outil incontournable. Le CELI, ça fait qu'une dizaine d'années que ça existe, donc c'est un peu plus récent. Donc nos parents, nos grands-parents ont moins l'habitude de nous en parler. Pourtant, c'est hyper important d'avoir un CELI. Alors évidemment, il y a des limites de contribution aussi. Je vous dis ça tout de suite parce que selon si vous êtes arrivé au Canada, si vous êtes immigrant depuis peu, vous avez moins de limites que quelqu'un qui a toujours vécu au Canada, par exemple, et qui était là en 2009 quand on a créé le CELI. Vous pouvez aussi aller vérifier cette limite de cotisation sur l'ARC ou sur l'avis de cotisation de vos impôts. L'idée du CELI, c'est un peu comme le REER au niveau de cette idée de boîte, en fait. Vous pouvez en ouvrir 1, 2, 3 si vous voulez. Mais l'important, c'est de se dire qu'à l'intérieur de cette boîte, tout l'argent que vous faites fructifier à l'abri de l'impôt. Donc, dividendes, gains en capital, intérêts, n'importe quoi, tout ce que vous gagnez à l'intérieur n'est jamais imposable. Et alors là, c'est vraiment important de comprendre, c'est jamais imposable, jamais. Ce n'est pas comme le REER où vous allez payer des impôts quand vous allez retirer l'argent, etc. Non, le CELI, vous ne payez jamais d'impôts. Par contre, il n'y a pas de déduction d'impôt quand vous contribuez à un CELI. Donc, si je mets 10 000 $ dans un CELI, ça n'impacte pas mes impôts positivement. Je n'économise pas des impôts par rapport à mon salaire imposable. Par contre, si ce 10 000 $-là, dans les années qui viennent, devient 15 000 et que vous avez besoin de ce 15 000 $-là, lorsque vous le retirez, vous ne payez pas d'impôt sur le 5 000 qui a été gagné. Donc, c'est vraiment un outil qui est excellent pour investir, pour essayer de faire fructifier votre argent. Donc, c'est vraiment un outil d'investissement idéal parce que ça vous permet d'économiser les impôts sur les gains que vous pouvez faire. Attention, le day trading ou tout ce qui est transactions, alors quotidiennes, mais aussi trop régulières, on va dire. C'est-à-dire que tous les mois, ça va, mais si le gouvernement commence à voir que vous faites des transactions tous les jours, toutes les semaines, vous achetez, vous vendez et vous faites ce genre de trading-là, ça va pas. Ils risquent de prendre ça comme un travail, en fait. Le gouvernement risque de dire, c'est un peu comme votre travail, vous faites ça tous les jours. Et donc là, ils vont vous imposer, puis pas qu'un peu, là, ils vont reprendre beaucoup d'impôts derrière. Donc, ne faites pas de day trading, c'est plus pour de l'investissement sur le moyen long terme. Vous pouvez acheter régulièrement, vous pouvez vendre aussi régulièrement, mais pas, sans exagérer. C'est plus des transactions irrégulières sur du moyen long terme. Et gardez en tête que le CELI est vraiment intéressant pour essayer d'y générer de l'argent à l'intérieur, pour essayer de faire fructifier l'argent à l'intérieur. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas payer d'impôts sur ce que vous avez gagné à l'intérieur d'un CELI. Donc, idéal pour moi pour le moyen et long terme, plus que pour le court terme. C'est plus pour le moyen et long terme pour essayer, sans prendre trop de risques, d'essayer de générer, de faire fructifier de l'argent dans votre CELI. Et c'est pour des projets aussi divers que variés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme le REER, le REER est plus pour la retraite, on a dit, ou pour un premier investissement immobilier. Ici, ça va être pour n'importe quoi, pour n'importe quel projet. Donc, autant investissement immobilier que retraite, mais tous les autres projets que vous avez. Donc, vraiment très intéressant. Secondairement, si vous avez de la place dans votre CELI, si vous avez beaucoup de place, vous pouvez l'utiliser pour un fonds d'urgence que vous investissez de manière très conservatrice
éventuellement. Ça, c'est des discussions après que vous pouvez, enfin des réflexions et des discussions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Mais j'aurais tendance à pousser pour utiliser un CELI pour investir et essayer de générer de l'argent sur le moyen long terme, puisque cet argent-là, vous ne payerez pas d'impôt dessus, donc c'est directement dans vos poches. Dernier outil, comme je disais tout à l'heure, le REE, régime enregistré d'épargne études. Donc, idéal, il n'y a vraiment qu'une seule utilisation, c'est idéal pour les études postsecondaires d'un enfant. Et je dis bien d'un enfant, dans le sens où ce n'est pas nécessairement votre enfant. Ça peut être l'enfant de votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être une nièce, un neveu, ça peut être vos enfants, évidemment, mais ça peut être n'importe quel enfant, en fait. Donc, c'est hyper pratique. Moi, je sais que si ma nièce était là, ce serait exactement le genre de choses que je ferais ici, parce que ça vous permet, en fait, de mettre de l'argent dans un compte qui ne pourra être utilisé que par l'enfant que lors de ses études postsecondaires, quand l'enfant fera, ce n'est pas nécessairement l'université, hein, c'est vraiment des études postsecondaires, et ça peut aider à payer les frais de scolarité, mais aussi tout ce qui est autour de la scolarité. Donc, ça peut être un laptop, ça peut être des livres, ça peut être plein d'autres choses liées à ça, et pas nécessairement au Canada aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, si l'enfant part étudier, il faut que l'enfant soit canadien, évidemment, mais si l'enfant part étudier aux États-Unis, en Europe, etc., il y a aussi des moyens qu'il aille chercher l'argent à l'intérieur. L'incitatif, en fait, ce qui est le plus intéressant dans ce genre de compte-là, le REE, ce n'est pas nécessairement, alors oui, ça fructifie à l'abri de l'impôt comme un CELI ou un REER. Il n'y a pas de déduction d'impôt quand vous mettez de l'argent dedans. Par contre, il y a des incitatifs du gouvernement. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple super simple, oui, il y a des limites, mais disons que si vous mettez 1 000 $ cette année, et vous êtes au Québec, vous mettez 1 000 $ dans un REE, le fédéral donnera 200 $ de plus et le provincial un 100 $ supplémentaire. Donc, en gros, un 1 000 $ va devenir 1 300 $ grâce à des incitatifs du gouvernement, sans l'investir, sans rien du tout. Après, vous pouvez en plus l'investir, le faire fructifier à l'abri de l'impôt, etc. Il y a des limites, ça, il faut aller regarder plus loin, etc. Et puis, on pourrait en parler éventuellement. Mais sachez que c'est vraiment intéressant pour ces incitatifs-là. Et l'enfant se retrouvera avec de l'argent disponible lorsqu'il fera ses études postsecondaires. Et il payera possiblement des impôts lorsqu'il fera des retraits. Donc, c'est l'étudiant qui va payer possiblement des impôts. Mais bon, en général, quand on est étudiant, on paye moins d'impôts. Donc, ce n'est pas excessif. En tout cas, un produit très intéressant pour les études postsecondaires. Pour ce qui est des comptes non enregistrés, donc on a vu les comptes enregistrés, c'est les 3 outils principaux. Compte non enregistré, je ne vais pas rester dessus très longtemps, en fait, je vais passer rapidement. C'est juste pour vous dire, quand ce n'est pas un de ces comptes-là, donc un compte non enregistré, si vous investissez, si vous utilisez ce compte-là, c'est non imposable. C'est imposable, pardon, excusez-moi. Tout est imposable, en fait. Tous les gains sont imposables. Donc, pensez bien à déclarer en fait ces gains-là. Chaque année, la banque risque de vous donner, ou alors l'organisme d'investissement va vous donner une déclaration et cette déclaration-là, vous allez devoir l'utiliser pour déclarer vos impôts. Pensez-y, les comptes non enregistrés, ce n'est pas gratuit, entre guillemets. Hein. Les gains que vous faites sont tous imposables, dépendamment de quel type de gain il s'agit, donc dividendes, gains en capital, intérêt, c'est peut-être imposable différemment. Mais pensez-y. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite de contribution. Hein. C'est un compte qu'on peut ouvrir et on peut mettre autant qu'on veut. Donc, moi, je l'utilise pour des projets à court terme, de l'argent très disponible, ou pour un fonds d'urgence, par exemple. Ou éventuellement, si vous avez maximisé tous vos CELI et vos REER, bon, peut-être que là, c'est intéressant d'aller investir dans des comptes non enregistrés. Que ce soit REER, CELI, compte non enregistré ou REE pour les enfants, vous pouvez investir dans différents véhicules d'investissement. Ça, c'est juste pour que vous voyez ça. On en parlera prochain webinaire
on va rentrer dans les détails par rapport à ça, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a différentes manières d'investir, différents véhicules, selon votre profil, selon les risques que vous voulez prendre, selon vos objectifs. Voilà. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, on a parlé de REER, de CELI, donc REER plus pour du long terme, ou éventuellement achat d'un premier achat immobilier, CELI pour des projets moyens long terme, REE pour des futurs étudiants, donc des enfants qui vont faire des études postsecondaires, compte non enregistré plus pour du court terme ou des fonds d'urgence. Vous pouvez très bien mettre ça en place tout seul. Par contre, et c'est ça notre travail après, notre équipe, on fait ça, vous pouvez aussi aller chercher conseil. Et c'est souvent très important. Enfin, pour moi, c'est important d'aller chercher conseil quand c'est des sujets qu'on maîtrise moins. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher conseil. L'idée d'aller chercher conseil auprès d'un professionnel, ben, moi, c'est ce que je dis, ce que je fais au jour le jour, c'est j'aide les gens à réduire leur stress au niveau de leurs finances personnelles. Je vais simplement être là comme quelqu'un pour discuter, pour échanger des idées, pour conseiller et aussi pour vous aider à mettre en place REER, CELI et autres assurances, etc. Donc, pour vous aider à mettre tout ça en place. L'idée, c'est de vraiment développer votre bien-être financier, vous aider à protéger ça, parce qu'on est trop souvent stressé par toutes ces idées, tout ce qui touche à l'argent et aux épargnes, etc. Et c'est un problème au jour le jour. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je connais beaucoup de gens qui vont même avoir du mal à dormir alors qu'ils font des bons salaires, ils ont une vie correcte, mais ils ont du mal à voir comment épargner, comment investir, comment gérer un budget, comment se protéger. Donc, c'est à ça que servent les professionnels. Évidemment, dans notre communauté au sens large, la communauté LGBT, la communauté queer, puisqu'on est chez QueerTech, personnellement, je sais que j'avais du mal, enfin, j'ai encore du mal à des fois aller voir certains professionnels et pouvoir m'ouvrir complètement sur ma vie de famille, sur mes projets familiaux, etc. Et en fait, c'est vraiment ça qu'un professionnel devrait vous apporter aussi. Donc, c'est comme ça que vous devriez choisir un professionnel. C'est quelqu'un dont vous avez confiance, mais surtout quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir complètement, construire une relation sur le long terme éventuellement, mais vraiment vous ouvrir et parler honnêtement. Par exemple, là, quand on parle de finances, moi, si quelqu'un ne me parle pas ouvertement de sa situation, de ses projets, de qui il est, je ne pourrais pas aider la personne. On pourra pas. Je dis souvent qu'on est les psys des finances, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qui est la personne pour pouvoir l'aider correctement. Et si on n'est pas à l'aise, qu'on va à la banque, qu'on va voir un conseiller, qu'on n'est pas à l'aise avec cette personne parce qu'on a peur d'être jugé, c'est un gros problème. Donc moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, aller chercher des professionnels avec qui vous êtes à l'aise, en fait, de vous ouvrir complètement. C'est comme ça que vous aurez la meilleure aide, en fait, au final. Dans notre cas, au niveau de la stratégie financière, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'on peut faire, mais en fait, l'idée, c'est que nous, on aide les gens à chaque étape. Donc aujourd'hui, on parlait des épargnes ici. Je vous ai parlé des liquidités, c'est tout ce qui est budget. Je peux aider aussi. Assurance, impôts, évidemment, on travaille souvent avec des comptables. On ne peut pas vous aider à faire vos impôts, mais on peut vous aider à optimiser ça et puis travailler avec des comptables. Et évidemment, tout ce qui est retraite et succession qui peut aussi faire partie de l'aide qu'on va apporter. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a parlé des épargnes, puis je vous parlais du budget aussi. Tout ce qui est assurance, c'est aussi un autre pilier de votre stratégie financière. Donc, tout ça pour dire que les professionnels vous aident à bâtir ces piliers-là, puis surtout à les garder debout, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée de mettre en place une stratégie financière ensemble pour que vous ayez que ça aille tout seul, en fait, et que vous déstressiez et que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est ce qui finalement est le plus important. À quoi s'attendre? Alors, avec un professionnel en général, normalement, vous devriez avoir ce genre de situation-là. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous êtes à l'aise avec les professionnels avec qui vous parlez. Mais l'important, c'est
la première partie, pour moi, c'est l'une des plus importantes. C'est vraiment apprendre à connaître la personne en face de moi. Ça m'arrive de parler des fois pendant une demi-heure simplement de la vie de la personne, sans même parler des finances, simplement pour apprendre à connaître la personne. Et ça, tout professionnel dans les finances devrait commencer à apprendre à vous connaître d'abord, pour pouvoir justement après faire tout ce qui est plus technique, donc analyse, mise en place, et éventuellement chaque année des révisions, être disponible selon les plans que vous avez. Mais pensez toujours, si un professionnel passe tout le temps, passe du premier coup à l'analyse et à la mise en place en vous proposant des solutions sans avoir appris à vous connaître, il y a un problème. Donc, pensez toujours à cette première étape. Donc, voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce dont je voulais parler. La fois prochaine, le prochain webinaire, on va rentrer un peu plus en précision dans tout ce qui est investissement. Donc, à l'intérieur des outils qu'on a vus, REER, CELI, RE, même compte non enregistré, si vous voulez investir, on va pouvoir parler d'investissement, de véhicules en fait d'investissement. On parlera aussi d'investissement responsable parce que c'est quelque chose qui maintenant on en entend parler beaucoup et à raison. Enfin, c'est quelque chose de très important. Donc on va en parler. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est investissement responsable, connectez-vous la prochaine fois. Et si vous avez des questions personnelles, comme je disais, rajoutez-moi sur LinkedIn, rajoutez mes collègues Fernanda et Jeffrey, si vous préférez parler en anglais, si vous préférez parler à Fernanda, parce que vous avez envie. Voilà, il n'y a aucun problème, on travaille tous les trois ensemble. Envoyez-nous un courriel, rajoutez-nous sur les réseaux, puis ça nous fera plaisir de vous aider, de répondre à vos questions, de travailler avec vous. Et puis voilà. Puis pensez aussi au fait que, en fait, osez poser des questions, dans le sens où on n'est pas payé, on ne va pas vous envoyer une facture parce qu'on a passé une demi-heure avec vous pour répondre à vos questions. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on est payé. Donc, il faut oser venir nous parler, puis nous poser des questions, même si vous pensez que la question est stupide, mais il n'y a pas de questions stupides, surtout dans ces sujets-là. Donc, osez venir nous en parler et ça nous fera plaisir de vous accompagner avec tout ça. Voilà, je te laisse, Naoufel, conclure ou voir s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup, Julien. Oui, je viens de poster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment de les poser. Je vais aussi partager avec vous, si vous voulez, booker du time avec Julien ou Jeffrey ou Fernanda. Voici le lien dans le chat pour le faire. Comme Julien a expliqué, vous pouvez discuter en manière plus personnelle sur vos projets et ils peuvent vous conseiller plus particulièrement à vous. Sinon, on va aussi avoir l'enregistrement de ce webinaire va être sur notre site web. Je vais d'ailleurs arrêter.